Donc, si j'ai un seul marché, un seul bien, donc c'est de la microéconomie, comme dans ma phrase. Si j'ai plusieurs biens, donc plusieurs marchés différents en même temps, donc c'est de la macroéconomie. OK? Allez, un dernier exemple pour terminer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va prendre peut-être le cas d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Alors, les entreprises marocaines, ils ont baissé leur investissement. Ils ont baissé leur investissement à cause de la hausse du taux d'intérêt. Les entreprises marocaines, ils ont baissé leur... Attention, attendez, je finis ma phrase. Les entreprises marocaines, ils ont baissé leur investissement, d'accord, à cause de l'augmentation du taux d'intérêt. Micro, macro, oui. Monsieur, c'est bon, laissez, monsieur, vous avez déjà répondu, c'est bon, donc laissez mademoiselle répondre. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà répondu à une question, laissez les autres aussi répondre. Il ne faut pas toujours répondre les mêmes. Il faut laisser l'occasion aussi à d'autres personnes. Alors, oui, mademoiselle, qui n'a pas encore répondu, oui. Monsieur, dans ce cas-là, on parle du macroéconomie car on étudie les comportements individuels. Par exemple, les partenaires d'une entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de votre camarade? Est-ce que c'est la microéconomie? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que j'ai dit, mademoiselle, j'ai dit une entreprise marocaine. J'ai dit les entreprises marocaines, toutes les entreprises marocaines. Monsieur. Donc, pas tout ça à la fois. S'il vous plaît, laissez-moi juste lui expliquer pour qu'il puisse comprendre d'où vient l'erreur, d'accord? Alors, mademoiselle, donc je disais que ce n'est pas de la microéconomie parce que ici, ce n'est pas une seule entreprise. Si j'avais parlé d'une seule entreprise, à ce moment-là, oui. Mais là, vous avez plusieurs entreprises. Toutes les entreprises, d'ailleurs, j'ai dit, toutes les entreprises marocaines, ils ont baissé leur investissement. Donc, ça veut dire que je vais faire la somme de tous les investissements. Donc, c'est l'investissement national. C'est comme si je disais l'investissement national, il a baissé à cause de l'augmentation, la hausse du taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût du crédit. Donc là, on n'est pas en train de parler de microéconomie, d'accord, mais de la macroéconomie, parce que toutes les entreprises sont analysées en même temps. Donc, faites attention, encore une fois, vous voyez, hein, donc je vous ai donné des phrases, et c'est ça la différence hein, donc, entre le travail que je vous ai demandé au début hein, donc de ce cours, hein, c'est-à-dire il ne suffit pas d'apprendre par cœur une définition, il faut savoir l'utiliser. C'est ça la différence entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui est compétent. Tout le monde peut connaître l'information, tout le monde peut apprendre des idées, etc. Et la différence entre un étudiant qui va réussir et un autre qui ne va pas réussir, c'est la compétence. Et la compétence, c'est quoi? C'est la capacité d'utiliser la bonne information dans la bonne situation, ou donner la bonne réponse pour la bonne question. Or là, vous voyez que finalement, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire ce travail que je vous ai demandé. Lorsque vous allez rentrer chez vous, toujours posez-vous des questions comme ça, par exemple. Je ne vais pas vous dire oui, comme certains profs le font, voilà la définition, voilà la différence, rapidement, et ne même pas donner des exemples. Voilà, et toi, tu vas apprendre par cœur et tu vas réciter ça le jour de l'examen peut-être. Non, il faut réfléchir, il faut faire travailler son cerveau. Quand est-ce que je peux utiliser la micro, la macro, etc. Dans quelle situation? Je prends le maximum d'exemples pour que je puisse comprendre réellement. Et quand tu fais ce travail-là, quand tu reviens à la définition, il est plus clair dans ta tête et bien évidemment, tu vas t'en rappeler, hein, tu vas la mémoriser de manière définitive. Vous comprenez? Donc, essayez de faire aussi hein, donc ce travail-là chez vous et essayez de prendre d'autres exemples. OK? Très bien. Donc, maintenant, je pense que la différence, elle est claire pour tout le monde. Donc, toujours, je regarde quoi? Je regarde, est-ce que j'analyse le choix ou le comportement d'un seul agent économique ou de plusieurs agents économiques, d'accord? Est-ce que le marché concerne un seul bien ou plusieurs biens? Est-ce que je m'intéresse à un seul marché ou à tous les marchés? Est-ce que j'utilise des variables individuelles ou des variables globales, c'est-à-dire des agrégats? Donc, lorsque j'utilise des variables individuelles, c'est de la micro. Lorsque j'utilise des agrégats, c'est de la macro. Quand je m'intéresse à une partie de l'économie, c'est de la micro. Quand je m'intéresse à toute l'économie en même temps, c'est la macro. Quand j'utilise ou j'explique le comportement de tous les agents économiques en même temps, c'est de la macro. Quand j'explique le comportement d'un seul agent économique, c'est de la microéconomie. Donc voilà, vous avez tous les critères, toutes les clés nécessaires pour faire la distinction entre les deux. C'est bon?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Donc là, je vais repartager encore une fois parce qu'à cause de cette Teams, encore une fois, bon, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de faire ça. Très bien. Alors maintenant, si vous vous souvenez bien, quand on avait commencé la première séance, je vous dis que effectivement la science économique, elle est basée sur des hypothèses. Alors bien sûr, il y a plusieurs, comme on a dit, écoles de pensée, parce que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc c'est normal, c'est tout à fait logique. Et chaque école, donc chaque théorie, chaque école de pensée, il a ses propres modèles, donc il a ses propres hypothèses. Alors, je vais commencer par une notion qui est très intéressante avant d'attaquer la notion d'hypothèse. C'est la notion de modèle. Pourquoi? Parce que souvent, les étudiants, ils sont confrontés à des difficultés de compréhension parce que toujours, ils comparent entre ce que je vais leur expliquer dans la théorie puisqu'on va parler de microéconomie, c'est la théorie néoclassique qu'on va vous enseigner, du moins cette première année. Donc, c'est le modèle de base, c'est la théorie standard. On ne peut pas comprendre les autres théories si je ne comprends pas, d'accord, si je ne comprends pas la théorie néoclassique. Donc, c'est la base, en quelque sorte. Très bien. Alors, donc, je disais que cette théorie, bien évidemment, que ce soit néoclassique ou les autres, ils sont basé sur des modèles. Donc, lorsqu'on va les développer, etc., donc on utilise des modèles. Ça va, vous m'entendez toujours? Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Donc, on utilise donc des modèles. Pourquoi? Parce que justement, donc, on ne peut pas étudier les phénomènes économiques directement. Et pourquoi on ne peut pas étudier les phénomènes économiques directement? Parce qu'ils sont trop complexes. Donc déjà, par définition, ils sont très complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses à prendre en considération et donc ça devient très, très difficile. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on va utiliser les mathématiques pour effectivement faire de l'analyse économique de tous ces aspects-là. Donc ça devient mission impossible, carrément. Ça devient mission impossible. Et donc, on a besoin de simplifier. Surtout que nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire notre intelligence, n'est pas illimitée. Notre mémoire n'est pas illimitée. Notre capacité de calcul, de raisonnement, etc., ne sont pas non plus illimitées. Donc, d'un côté, on a des capacités de compréhension, d'explication, d'analyse qui sont limitées, c'est par définition, la nature humaine elle est comme ça. Et de l'autre côté, on a des problèmes qui sont très complexes, très difficiles à aborder. Donc, obligation de simplifier. Alors, pour simplifier, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait les économistes? Ils ont dit, voilà, donc on ne va pas étudier dans tous ces aspects-là, on doit faire des choix. On doit faire un tri. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un phénomène qui a 5 aspects à étudier, je ne vais pas étudier les 5 en même temps. Je dois choisir, c'est-à-dire je vais choisir 1 ou 2 maximum. Et après, je vais mettre de côté les autres 3 aspects. Et pour mettre de côté ces 3 aspects, pour les éliminer, les neutraliser, eh ben, je vais faire des hypothèses. Je vais supposer que ce n'est pas important ou que ça ne change pas, etc., que ça n'a pas d'influence pour l'instant. Et je vais me concentrer uniquement sur les 2 aspects qui m'intéressent. Okay? Et d'ailleurs, même dans les autres sciences exactes, on fait ça. C'est-à-dire, si je voudrais connaître l'importance d'un élément, dans un ensemble, qu'est-ce que je fais? Je vais neutraliser les autres éléments, c'est-à-dire je vais fixer les autres éléments et concentrer mon expérience uniquement sur cet élément-là et voir quel est son rôle, son importance, son influence sur le fonctionnement, bien sûr, du système. Ou par exemple, si je prends un organe, donc par exemple, je voudrais avoir l'importance de l'estomac dans le fonctionnement de mon corps, je vais neutraliser, fixer l'influence des autres organes, d'accord? Et je vais me concentrer uniquement sur le fonctionnement du système digestif, c'est-à-dire de l'estomac. Et comme ça, je peux, parce que si je voudrais étudier tous les organes en même temps, ça devient très, très compliqué. Vous l'avez bien compris. Et donc, je vais faire des choix.
C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je vais étudier en priorité? Et donc, lorsque je fais ce choix-là, eh bien, je construis ce qu'on appelle un modèle. Donc, un modèle, c'est juste une partie du problème, d'accord? Une représentation simplifiée du problème, d'accord? Qui me permet, d'accord, d'étudier un phénomène donné, une partie bien évidemment du problème, afin de simplifier l'analyse économique. Donc l'objectif tout simplement, ce n'est pas d'éliminer les autres parties, non, mais de pouvoir simplifier le raisonnement. Parce que si je prends tous les aspects et je les analyse en même temps, mathématiquement, c'est impossible. Et même au niveau du raisonnement, tu peux rien dire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir toujours des résultats contradictoires. Et si X augmente et l'autre Y, il baisse, ou si Y reste constant et Z augmente et les autres variables, et plus tu vas augmenter le nombre de variables, le nombre d'aspects à étudier, plus ça devient indéterminé. Tu peux rien dire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exactement dans quel sens les variables ils vont se comporter, bien évidemment. Et donc, obligatoire, tous les économistes, quelle que soit leur intelligence, même les prix Nobel, donc ils sont obligés de travailler sur des modèles, c'est-à-dire des représentations simplifiées de la réalité. Et pour faire ça, ben, on utilise des hypothèses, d'accord? On fait des hypothèses. Alors, je vais prendre sans tarder un exemple, comme ça, vous ne serez pas perdu, parce que c'est un petit peu abstrait, hein, donc on va simplifier les choses. Alors, imaginons que je m'intéresse au comportement du consommateur. C'est ce qu'on va faire pendant ce premier semestre. Très bien. Et je m'intéresse à la demande du consommateur, ce qu'il achète, ce qu'il consomme. Bien. Alors, si je me pose la question, je voudrais étudier le comportement de consommation de ce consommateur. Donc, je dois déterminer quoi? Tous les facteurs qui influencent le comportement de ce consommateur. Alors, si je me pose la question, quels sont les facteurs qui influencent la consommation, d'accord? C'est-à-dire qui peuvent soit augmenter la consommation ou baisser la consommation. Donc, il y a le revenu. Si le revenu augmente, ben, le consommateur, il va acheter plus. Si son salaire baisse, il va acheter moins. Quoi d'autre? Il y a le prix. Si le prix augmente, ben, il va acheter en général moins. En tout cas, pour les biens qui respectent la loi de la demande, si le prix baisse, il va acheter plus. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, par exemple, les goûts. Ben, s'il n'aime plus un bien, d'accord, s'il ne préfère plus un bien, donc il ne va pas l'acheter. S'il préfère un autre bien, il va l'acheter. Donc les goûts, d'accord, ça influence. La qualité aussi. Si la qualité augmente d'un bien, ben, il va pouvoir acheter peut-être plus s'il a l'argent nécessaire. Si la qualité baisse, il va le remplacer par un autre bien. Donc la demande de ce bien va baisser. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc déjà, j'ai combien? 4 ou 5? Est-ce que je peux étudier le comportement du consommateur en utilisant les 5 facteurs en même temps? Bien sûr, c'est très compliqué, surtout mathématiquement, parce que là, tu vas te retrouver avec une fonction mathématique qui a 5 variables. Alors, si tu veux la dériver, si tu veux faire des opérations mathématiques là-dessus, ça devient très, très compliqué, très, très difficile. Donc, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois utiliser un modèle. D'accord, un modèle, c'est quoi? Eh bien, je vais prendre juste une partie de ce problème-là. C'est-à-dire, je ne vais pas étudier toutes les variables, les 5 variables en même temps, mais je vais prendre juste une ou deux variables seulement. D'accord? Donc, imaginons que je m'intéresse uniquement au revenu, au prix. Voilà, à la limite, à une seule variable. Donc, je vais supposer que la demande, donc je vais faire une hypothèse, hein, donc pour faire le choix, je vais supposer que la demande ou la consommation dépend uniquement du prix. D'accord? Il dépend uniquement du prix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des autres variables? Donc, on va supposer une deuxième hypothèse que le revenu du consommateur ne change pas, il est fixe. Donc, il ne va pas augmenter, il ne va pas baisser. Donc, s'il n'augmente pas, s'il ne baisse pas, donc il ne va pas avoir d'influence sur la demande, comme je expliqué tout à l'heure. Deuxièmement, les goûts. Donc, pour éliminer ou fixer l'influence des goûts, on va supposer que les goûts ne changent pas non plus. Ils restent les mêmes, constants. La qualité est pareil, on ne va pas dire qu'il augmente ou il baisse, donc il va rester constant, il ne va pas changer. Okay? Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai éliminé 3 variables. Donc je vais supposer que ces 3 variables, ils sont constantes, ils ne changent pas, donc ils n'ont pas d'influence. Et donc, quelle est la seule variable qui reste? Pour moi, c'est le prix. Et donc, je vais pouvoir élaborer un modèle qui va étudier la relation entre la consommation et le prix, ou la demande d'un bien et son prix. Et là, effectivement, ça devient plus facile parce que j'ai une seule variable et donc je peux étudier si le prix augmente, qu'est-ce qui se passe pour la demande, si le prix baisse, qu'est-ce qui se passe pour la demande, si ça augmente de 20%,
quel est l'impact, l'influence sur la demande? Si ça baisse de 30%, quelle est l'influence, etc. Je prends des chiffres au hasard. Et donc là, cette relation mathématique entre la demande et le prix d'un bien, par exemple la demande de voiture, eh bien, ça devient un modèle. C'est ce qu'on appelle un modèle. Donc, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité ou d'un phénomène. Pourquoi on utilise ce modèle? Eh bien, tout simplement parce que la réalité ou le phénomène, elle est très complexe. Nos capacités d'analyse sont limitées et donc on a besoin, d'accord, de choisir les variables, c'est-à-dire les aspects qu'on va traiter. Par exemple, lorsque je prends le prix, voilà, donc je prends l'aspect coût, tout simplement, le coût du bien. Donc, le coût du bien, c'est son prix. Je vais me concentrer uniquement sur l'aspect coût que je vais étudier. Et donc, ça nous permet d'étudier un aspect proprement dit, séparé des autres. Et donc, ça nous permet de faire des propositions. Par contre, si j'avais étudié toutes les variables en même temps, c'est-à-dire, imaginons, le prix augmente. Normalement, la demande baisse, n'est-ce pas? Mais si en même temps le revenu augmente, bah, la consommation, elle va augmenter. Mais si le goût, il a changé, eh ben, il va abandonner la demande. Donc, finalement, je ne sais plus quoi faire. Vous voyez? Quelle est la conclusion, finalement? Si quelqu'un te pose la question, quelle est la conclusion, finalement? Est-ce que la demande va augmenter ou est-ce qu'elle va baisser? Je dis, je suis incapable de répondre. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce que j'ai des variations dans des sens contraires. D'accord? Donc, si je suis le prix, bon, ça va baisser. Si je suis le revenu, ça va augmenter. Si je suis la qualité, ça va baisser. Si je suis le goût, eh ben, ça va augmenter. Donc là, comment je vais déterminer la conclusion finale, le résultat final? J'ai deux variables qui me disent ça va augmenter et deux autres variables qui ça va baisser. Et donc là, ça devient très, très compliqué et on devient incapable de dire quoi que ce soit. Ça devient illisible, incompréhensible. Donc, les économistes, ils ont déjà essayé de traiter ça et de travailler sur toutes les variables, mais c'était impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, voilà, on ne va pas travailler sur toutes les variables. On va faire une sélection de variables. Quels sont les aspects qui nous intéressent? Maintenant, je vais travailler sur le prix. C'est la variable qui m'intéresse, c'est l'aspect qui m'intéresse. Donc, je vais faire des hypothèses sur les autres variables. Le revenu est constant, la qualité est constante, etc. Et donc, je vais étudier uniquement qu'est-ce qui se passe lorsque le prix change et quel est l'impact, l'influence sur la demande. Et donc là, on obtient un modèle de la demande en fonction du prix, tout simplement. Pareil, j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire je prends juste la demande en fonction du revenu, n'est-ce pas? Donc là, je vais supposer que le prix il est fixe, les goûts et la qualité aussi sont fixes, et je vais étudier qu'est-ce qui se passe